Bienvenue dans ce 5e épisode spécial de Shinobi no Atan Legend, où en fait, pour une fois, je vais réparer une très grande injustice, car j'ai eu la remarque que je n'ai pas fait sur assez de Konohajin, donc pour plus ou moins m'excuser, j'ai réussi à faire venir celui que tout le monde connaît sous le nom de Shinami Shiki, mais qui a également joué Hayashi Daiki, le Godem Hokage. Mes hommages. Ouais, c'est ta phrase que t'aimes bien dire. C'est mon salut de signature. Alors pour commencer, je vais t'appeler Daiki pour cette émission, pour ce numéro. Peux-tu nous raconter plus ou moins si quelque chose t'a inspiré pour la création de ton personnage, si tu t'es inspiré plus ou moins de ton propre comportement, de ta manière de voir les choses, ou si c'est vraiment que tu as vu quelque chose et tu t'es dit j'ai envie de faire quelque chose qui ressemble plus ou moins. Alors, pour Daiki, j'ai énormément eu de mal à trouver une inspiration sur un personnage qui pouvait vraiment m'intéresser à jouer. J'ai eu énormément de mal et il faut savoir le petit détail HRP, c'est qu'il y avait besoin d'un Hokage à ce moment-là. Donc entre guillemets, c'était un petit peu pressé. Donc j'ai pas eu d'inspiration réelle pour faire Daiki, donc je suis resté dans quelque chose de très très classique au niveau de la présentation, au niveau de son passé, en dénotant juste par le fait que c'était un fervent défenseur de Masao Niku, qui était Sandaime Hokage, oui, c'est ça. Oui, je confirme. Et un fervent défenseur de la politique de Niku, et donc qui avait voué une certaine haine envers Suna. Et après, c'est uniquement INRP que j'ai développé le personnage principalement et que j'ai trouvé des lignes directrices pour le jouer. D'accord. Mais tu nous parlais justement de cette politique de Masao Niku que Daiki semblait admirer. Peux-tu expliquer, pour ceux qui l'ont pas connu, et Dieu sait que de nos jours il doit y en avoir un petit paquet, nous expliquer justement cette politique de Konoha de cette époque-là. Alors, ça remonte un petit peu, donc mes souvenirs doivent être très très rouillés. Je risque de me prendre 2-3 Konohajin sur la tronche si je fais un blasphème. Je vais éviter. T'inquiète pas, à part de Miko, tu risques pas en Ouais, voilà. Ouais, déjà. Donc à l'époque où Niku était Hokage, mon personnage Daiki était membre de l'Anbu et était un proche de Niku. Donc la pression qu'il subissait de la part du conseil et qui a suivi tous les événements vis-à-vis de l'attaque surprise qui avait été lancée sur le temple de Kyubi par Suna. Donc c'est ce qui avait provoqué cette haine envers le village du sable par Daiki, c'est qu'il voyait un de ses plus fervents alliés, Masao Niku, se faire totalement laminer par le conseil qui lui disait qu'il avait mal agi, qu'il n'avait pas fait ce qu'il fallait. Et c'est entre guillemets ce qui avait poussé Niku à déserter INRP. Et donc c'est pour ça que par la suite, Daiki a essayé d'aller le retrouver, malgré le fait qu'il n'était pas censeur du tout. Donc autant dire que c'est un peu galère de trouver quelqu'un quand on n'est pas censeur. Donc il a fait le tour du monde, avant de finalement revenir à Konoha par la suite. Donc en fait, pour définir Daiki, on pourrait dire rapidement qu'en fait c'était quelqu'un d'extrêmement loyal, d'extrêmement dévoué envers quelqu'un qui semblait respecter. Vous pouvez dire quelqu'un d'honorable, en parallèle avec l'autre personnage pour lequel je suis connu, ça dénote totalement. Mais oui, Daiki était tourné là-dessus, sur la loyauté, sur des principes, le parfait bon Kage. Le bon petit Hokage, bien gentil, bien propre sur soi, tout ça. Nous parlons de Daichi Hokage un peu plus tard. Pour le moment, pourrais-tu nous expliquer plus ou moins l'enfance de ton personnage, son talent qui a été rapidement décelé, jusqu'au moment où est-ce qu'il commence à devenir genin et à plus ou moins apprendre, commencer l'émission, vraiment le début de cette vie qui finira par être une sacrée vie. Alors, Daiki avait une enfance, j'avais fait quelque chose de très très classique parce que je voulais pas partir dans le
dans le cliché de ses parents sont morts à la guerre, il a voué une haine envers machin parce que ceci, cela. Donc Daiki a vécu une enfance tout à fait normale, il était né d'un père qui était Hayashi et d'une mère qui était une simple civile. Son père n'était pas un membre important du clan, il maîtrisait le Mokuton et voilà. Et de par sa mère qui était civile et qui pouvait juste, entre guillemets, se contenter de l'éduquer et de prendre soin de lui, il a hérité de cette volonté de vouloir protéger ses proches, et c'est ce qui l'a poussé à vouloir devenir shinobi. Donc il a demandé à son père de lui enseigner le Mokuton. Donc par hérédité, il a pu hériter de ce pouvoir et il a commencé à l'utiliser. Sauf qu'au fur et à mesure, son père, qui était d'un niveau assez lambda, s'est rendu compte que son fils était certainement plus fort que lui. Donc il a dû s'en remettre au sage du clan Hayashi pour lui confier l'entraînement de son propre fils qui devenait peut-être pas trop fort, mais qui avait des capacités il ne pouvait pas l'aider à les développer. Et ce talent a-t-il suscité chez sa famille, chez son père notamment, une forme de fierté ou une certaine, comment dire, prise d'orgueil en fait du père qui aurait peut-être pu avoir du mal à voir son enfant devenir beaucoup plus fort que lui aussi vite, ou vraiment était-il fier d'avoir un enfant doté de talent c'était vraiment une à ce fierté point-là. de voir son fils qui devenait de plus en plus fort, et le fait que le clan Hayashi ait décidé après de lui enseigner les techniques pour manipuler à la fois le Mokuton et le Hana, ça a été une fierté pour son père qui a juste vu en son fils, voilà, un fier shinobi de la feuille, donc il était très très content. Ouais. Ben ensuite, Daiki devient Ça. Genin, puis Chunin. Peux-tu nous expliquer si cela s'est fait de manière assez rapide ou si justement, même pour quelqu'un du talent de Daiki, plus ou moins, ça a été une étape assez compliquée à franchir? Du coup, j'avais développé la chose comme quoi, face à ses talents, le passage de Genin à Chunin s'est fait relativement facilement. Et je n'ai jamais vraiment développé une RP pour préciser comment ça s'était passé. Mais ça n'a pas été une étape majeure du personnage. J'ai plus orienté son passage Jonin qui a vraiment euh, été pour le perso beaucoup plus décisif, parce que c'est là qu'il a pris énormément de responsabilités. C'est à partir de ce moment-là qu'il a rejoint Lanbu, donc qu'il a commencé à avoir des relations avec des hauts gradés de Konoha, y compris Miku, avec qui il a entretenu un lien très fort pendant un moment. Donc Chunin, non, encore, c'était un passage relativement standard aussi, voilà, il a passé son petit examen, il est devenu Chunin, bon, rien de particulier à ce moment-là. Ensuite, peux-tu nous parler, ton personnage devient Chunin, puis finit par devenir Genin, peux-tu nous parler plus ou moins peut-être du type de mission qui pouvait être le point fort de Daiki? Était-il quelqu'un de naturellement fait pour l'espionnage? Ou si peut-être que ses préférences en mission n'étaient pas réellement comme l'espionnage et les choses Alors, comme ça. Daiki étant le noble shinobi, très loyal, fervent défenseur de Konoha, il a, il a surtout, il n'avait pas non plus de, entre guillemets, de préférence. Les ordres étaient les ordres, il les accomplissait et il faisait tout pour Konoha. Après, au niveau de son style de combat, il n'était pas envoyé principalement sur les missions d'espionnage, mais plus sur un rôle de soutien, car il était à la fois Hayashi et médecin. Donc, il était surtout envoyé sur le terrain. Il pouvait permettre de soigner des soldats, et il se distinguait aussi pas mal par un ninjutsu et un taijutsu assez développés, qui ont fait que il pouvait être très très bon sur le champ de bataille et pour soigner les alliés. Donc, c'était un atout quand même assez important. Donc, en fait, Daiki était plus ou moins la polyvalence concentrée quoi C'est un peu ce que j'avais visé en faisant sa FT, c'était une certaine polyvalence. Ensuite,
Daiki devient Jonin, puis membre de l'Anbu. Peux-tu nous expliquer comment ce passage s'est fait? Qu'est-ce qui l'a conduit à devenir Anbu? Est-ce que c'était le village qui l'a appelé pour lui dire maintenant tu deviendras Anbu parce qu'on a besoin de toi dans l'Anbu? Ou alors cela était-il une forme de volonté de la part de Daiki? C'était plus vis-à-vis de ses capacités tactiques, car il a vite été surnommé le renard, en raison de son côté très tactique au combat, comme c'est pas mal. Qu'il était un peu filou, quoi. Rusé comme un renard, on dit. Ça. Le surnom venait de là. Donc on lui a attribué ce surnom. Il y a toujours eu une légende RP comme quoi Daiki avait carrément disputé une partie d'échecs avec un Nara. Et personne n'a jamais su si cette partie avait eu lieu, ou même quelle était la finalité de cette partie. Et la vérité, là, en exclusivité, qu'est-ce qui s'est passé? Jamais. Ah, tu vas pas lever le mystère? Ah, ben voilà. Daiki, hein, même disparu depuis très longtemps, continue à laisser planer sa part de secret. Ça c'est sûr. Mais donc voilà, des bonnes capacités au combat, puis vraiment cette loyauté quasiment aveugle qui a poussé les autorités du village à se dire ça pourrait être un allié assez important au sein de l'Anbu, et son dévouement était plus lié aux pratiques de l'Anbu qu'aux pratiques de la racine, qui à l'époque n'existait pas d'ailleurs, je crois. Et ensuite, Daiki finit par devenir Anbu. Il accomplit, bien évidemment, comme tout le monde, hein, des missions, des choses comme ça. Puis il décide, entre-temps, le Yondem Hokage a été nommé, mais Daiki décide de partir à la recherche de son prédécesseur. C'est exactement ça. Avant même, il n'a pas connu Sugwato en tant que Yondaime. Donc il est parti à partir du moment où Miku a quitté le village. Donc il est parti à sa recherche, et comme ce n'était pas un tracker ou un censeur, il a mis énormément de temps, il s'est entre guillemets perdu dans le monde. Donc il a traversé pas mal de pays, il a pas mal voyagé, c'était une sorte de rite initiatique pour se renforcer. Et comme face à l'infructuosité de ses recherches, il s'en est retourné à Konoha, et il a retrouvé à son retour un village entre guillemets désert, car il est arrivé au moment où les troupes des villages shinobi s'étaient rendues à Ai no Kuni pour vaincre Ogyu Maka. Donc il s'est rendu immédiatement au QG de l'Anbu, où pareil il n'y avait pas grand monde. Il s'est rendu au palais de l'Hokage pour voir ce qu'il en était, et c'est là qu'il a rencontré le personnage d'un membre qui est actuellement encore sur le forum, qui est Tabura Mimiko, et son PNJ de l'époque, Yamanaka Iji, si je dis pas de bêtises, qui était en fait chargé de surveiller le corps de Sugwato, car il faut savoir que Sugwato avait un kinjutsu qui lui permettait d'être à Konoha et sur le champ de bataille. Le corps sur le champ de bataille était en fait un cadavre qui avait ses capacités, son chakra, son apparence, tout, mais il le contrôlait à distance comme Nagato pouvait contrôler ses corps à distance dans le manga. Et un un Kinjutsu qui ressemble peut-être plus ou moins à celui de l'homme masqué, c'est Kyoshirai. Exactement ça. Kyoshirai, il l'avait repris juste après, et c'est vrai que c'était assez inspiré de ça. Et donc Daiki est arrivé à ce moment-là, et donc le Yamanaka lui a appris que Sugwato était parti, et qu'il lui avait laissé une missive. Et donc dans cette missive, il lui demandait de reprendre le poste d'Hokage. Donc bien sûr, Daiki a accepté. Et c'est à partir de là en fait que le RP a véritablement commencé pour Hayashi Daiki, et que tout a commencé pour moi en tant qu'Hokage. Et peux-tu nous parler peut-être justement au vu de cette loyauté, on va dire pratiquement aveugle, à tout le temps, ayant eu très longtemps l'habitude de suivre des ordres plutôt que d'en donner, peux-tu nous parler de cette transition? Est-ce que celle-là a été
assez compliqué dans une période d'adaptation pour Daiki qui avait toujours eu l'habitude de recevoir des ordres plutôt que d'en donner, ou alors est-ce qu'il s'est révélé directement avoir l'âme d'un leader et n'a eu aucun mal à se mettre à poser des directives? Alors, l'âme d'un leader, absolument pas. Daiki restait quelqu'un de très très simple, limite niais, parfois, justement. Et donc, au début, même parmi ses propres hommes, certains se demandaient, mais pourquoi il est là? Enfin, qu'est-ce qu'il fout là? Il est complètement con ou... Sauf que, en effet, Daiki était quelqu'un de très simple, de très sociable, que tout le monde pouvait approcher, qui s'inquiétait de la formation de ses shinobi, qui avait contacté pas mal de shinobi pour les aider tant qu'il pouvait, notamment chez les Hayashi, chez les médecins du village. Mais à partir du moment où quelque chose concernait la défense et la pérennité de Konoha, Daiki prenait tout son sérieux et il ne laissait absolument rien passer. Ça devenait vraiment... C'était quelqu'un à la pointe de fer quand il s'agissait de Konoha, il ne laissait absolument rien passer. Donc c'est une transition qui s'est fait entre guillemets naturellement pour lui, même s'il gardait une relation très simple avec entre guillemets ses subordonnés. À partir du moment où il fallait qu'il endosse le rôle de Kage, il le faisait le plus naturellement possible et voilà. Et ensuite, il finit par plus ou moins revenir à cet idéal qu'il avait, cette ancienne politique, peut-être quitte à modifier des choses qu'avait pu peut-être faire le Yondem Hokage, qui effectivement a été un très grand Kage, qui a fait des choses, a fait énormément de choses. C'était très très compliqué d'arriver après lui. Oui, peut-être justement, peux-tu nous parler, est-ce que Daiki a eu une forme de pression quand il a eu ce poste? Est-ce qu'il s'est dit il faut que je sois à tout prix à la hauteur, ou est-ce que justement il a été assez détendu? Alors, c'est ce qui pouvait provoquer le fait que beaucoup de gens disaient qu'il était niais, c'est qu'ils se disaient il ne réalise pas, il ne s'en rend pas compte. Et les principaux premiers RP de Daiki étaient tournés avec Abura Neniko, Miyakudo On, qui étaient des membres de la racine et qui ont essayé de l'approcher pour voir s'il suivait la lignée de Sugwato au niveau de ses décisions. Il y avait notamment des décisions assez importantes sur le financement de recherche pour l'hôpital, tout un tas de choses qui avaient été très 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 bien développées par Sugwato, dont mes souvenirs sont très flous, malheureusement. Je tiens tout de même à signaler que cela doit faire facilement 2 ans, 2 ans et demi. Oui, c'est à peu près ça. Donc, rapidement. Donc, je suis très 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 évasif sur certains sujets parce que je n'ai pas non plus une excellente mémoire. Mais oui, donc on parlait de quoi déjà? De comment est-ce que Daiki avait pris son poste de Hokage, et justement tu nous expliquais qu'en fait il avait pris ça avec une étonnante simplicité et que justement cela lui a valu d'être considéré plutôt comme quelqu'un d'assez niais qui ne se rendait pas compte des choses. C'était typiquement, on se demandait mais enfin, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi ça? C'était assez compliqué de demander comment Sugwato avait pu laisser sa place à cet homme. Et au final, c'est par la suite surtout que Daiki s'est entre guillemets distingué et qu'il a plus ou moins prouvé à son village qu'il n'était pas que cette personne très simple, très abordable. C'était aussi, c'était l'Hokage et il se comportait en tant que tel. Et je pense justement qu'on pourrait peut-être même signaler qu'à l'époque du passage de pouvoir, ça a été quand même un sacré coup de tonnerre. Ça a été un très grand coup de tonnerre et effectivement... D'un point de vue HRP ou... Même plus, même d'un point de vue RP, je ne pense pas que les gens voyaient... Alors oui, d'un point de vue, oui, tout ceci HRP que RP, c'est vrai que ça a été pour vous donner une idée, Miyakudo On était joué à l'époque. Donc, il était Jonin, je crois, je crois qu'il était en S, je ne sais plus précisément.
Mais enfin, ça restait ce personnage qu'on a toujours connu à Konoha. Donc, quand Sugimoto est parti, on s'attendait à Miyakudo On ou Kodaime Okage. Et au final, non. Au final, non, on est tombé sur Hayashi Daiki. Et donc, c'est vrai que c'était une décision que peu ont comprise. Et c'est notamment pour ça que la Racine s'est plus ou moins mêlée de cette histoire et a essayé de voir qu'est-ce que ce nouvel Okage allait pouvoir apporter. Quelqu'un qui ne connaissait très peu, dont ils avaient vaguement entendu parler. Qui plus est, un Okage qui n'était pas là pendant presque un an avant sa nomination. Donc, face à tout ça, en effet, le village était en droit de se poser des questions et de se dire est-ce que c'est une bonne chose pour le village qu'il en soit à la tête maintenant? Et peut-être justement que ce qui a pu aider Daiki, c'est justement peut-être d'avoir pris ça avec justement cette simplicité et de ne pas prendre encore plus de pression que celle qu'aurait pu peut-être lui poser les villageois et les autres shinobi qui ne l'avaient pas vu venir et qui forcément l'attendaient plus ou moins au tournant. C'était aussi sa manière de répondre à tout ça et de se dire je ne vais pas non plus tout changer du jour au lendemain pour plaire aux gens. Je vais rester cet homme que je suis, mais pourtant je vais veiller à ce que mes décisions ne puissent pas entacher la sécurité de Konoha. Ce qui a provoqué l'un de ses premiers actes en tant qu'Okage, ça a été de continuer ce que Sugimoto avait commencé avec le Nidaime Raikage Ishidate Masamune. Et c'est ce que mon personnage a continué. Et la relation avec Kumo s'est développée à ce moment-là. Et donc, du côté de Kumo, il y avait eu un changement de Kage également. C'était la même personne qui jouait, mais c'était un nouveau personnage, Bakusho Soroshia. Et donc, le premier acte notable de Daiki en tant qu'Okage, Bakusho Soroshia, le centaine, qui me semble qu'il a plus ou moins réapparu une RP, mais ça reste assez flou. Faudrait peut-être effectivement en reparler à Gekaipo qui avait commencé à lancer un petit retour, mais qui n'a pas eu trop le temps de s'en occuper. Les circonstances n'ont pas encore été évoquées totalement. Sauf pour ceux qui traînent un petit peu sur quelques RP, ils pourraient trouver plus ou moins ce qui est arrivé à Bakusho Soroshia, mais en effet, il a ressurgi très dernièrement. Donc oui, nous revenons quand même à Daiki, qui est plus ou moins l'invité vedette de ce numéro. Hein. Peux-tu nous parler en fait des grandes décisions qu'a pu prendre Hayashi Daiki Alors, dans sa politique, était-il peut-être du style à écouter les conseils comme les Kage, comme par exemple comme Tenzo, qui était entouré de conseillers, aurait pu faire, ou était-il peut-être d'une politique peut-être plus à avoir confiance en son propre jugement et voilà, à pas vraiment écouter l'ordre établi, à faire ce que lui semblait juste, sans réellement tenir compte des décisions des autres, des conseils qu'auraient pu donner d'autres personnes. Je pense que ça a été aussi entre guillemets la faiblesse de Daiki, c'est que c'était un personnage qui était sincèrement bon et qui du coup pouvait se laisser très légèrement influencer et qui pouvait écouter les conseils à droite à gauche avant de prendre des décisions. Mais pour autant, ça ne l'a pas empêché de prendre des initiatives, comme de lancer une mission diplomatique pour être allié avec Kumo, ce qui s'est fait. La conquête de Kusa no Kuni, qu'il avait lancée, et qu'il avait lancée par voie diplomatique. Donc, pour ce faire, il avait fallu récupérer une relique du clan Tohatsu, avant de se retrouver face au chef du clan, à l'époque. Et donc c'était... Je dirais pas qu'il était non plus sous le joug d'un conseil ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il se basait pas mal sur l'avis des autres pour certaines décisions, même si sur certains points il a su, entre guillemets, porter ses couilles et dire bah non, on va faire comme ça et comme ça. Donc justement, tu nous expliquais la conquête qu'a pu faire Daiki. Pourquoi cette conquête? J'ai envie de demander, effectivement, pourquoi cette conquête? Est-ce que ce pays avait, du point de vue de Daiki,
plus ou moins besoin de l'aide d'un autre village, ou est-ce que cela était peut-être d'un point de vue purement stratégique, plus à s'impliquer dans la vie des autres pays, ou plus à voir les intérêts vraiment de lui et de son village, des intérêts qu'il pourrait avoir en faisant la conquête d'un autre pays? Comment cela s'est passé? Daiki n'a jamais digéré l'affaire avec Suna. Donc, au-delà de servir Konoha, il gardait cette rancœur envers Suna, et ça n'a jamais pu être développé une RP, mais c'était, entre guillemets, son objectif, c'était de rendre la monnaie de sa pièce à Suna. Donc, cette conquête était plus un point stratégique, sachant qu'à l'époque, la brume sanglante était en place, et la brume sanglante de Yoru, hein, le Sandem Mizukage. Et donc, il lançait les conquêtes à tour de bras, qui avaient déjà plusieurs pays sous leur coup de paye. Donc, forcément, il voulait réagir par rapport à ça, et ne pas laisser Konoha en tant que simple acteur de ce qui se passait. Enfin non, de simple spectateur, pardon. Et donc il a voulu agir et mettre, entre guillemets, une hola à cette expansion de Kiri qui s'était attaquée à Yuki no Kuni, et qui ensuite s'est intéressé à des pays du continent. Donc Daiki a voulu réagir par rapport à ça, et commencer d'un point de vue stratégique à lancer une conquête pour gagner du territoire, pour permettre d'endiguer cette progression. Et à terme aussi, ce qu'il voulait, c'était gagner des forces pour pouvoir affronter Suna si ça devait arriver. Ouais, donc un Hokage très prudent, on va dire. Hein, puis à ne pas vraiment vouloir laisser des choses au hasard. Et ensuite, peux-tu nous parler peut-être Myokudu On a lancé plusieurs fois des tracks envers Meteora. Peux-tu nous parler peut-être du rôle qu'a pu jouer Daiki, si c'est lui qui a donné son accord? Comment est-ce qu'il a pu voir plus ou moins j'ai envie de dire, cet acharnement de On envers... Alors je n'ai pas souvenir que ces tracks multipliés aient été lancés pendant le règne de Daiki. En revanche, là... Il me semble pourtant bien que oui. Il est même devenu Hokage après son retour de la track. Oui, bah tout simplement parce que Meteora est, entre guillemets, celui qui a signé la fin de Daiki. Puisque Meteora, au moment où Daiki est passé Hokage, a commencé à sévir dans Inokuni. Et donc ses agissements n'ont pas pu passer inaperçus. Daiki l'a rencontré une fois. Meteora lui a échappé une fois. Et donc à partir de là, il a su qu'il avait affaire à un ennemi qui était quand même assez redoutable. Et puis par la suite, Meteora a attaqué carrément le village de Konoha. Et c'est Daiki qui s'est retrouvé contre lui et qui s'est fait capturer pour la survie de Konoha. Meteora lui a laissé un choix. Il lui a dit soit tu te rends, soit ton village est détruit. Face au patriotisme de Daiki, Daiki s'est sacrifié pour son village et il s'est rendu à Meteora. Certainement la plus belle défunte, voilà, je pense pour un Hokage, sacrifié pour son village. Je ne pouvais pas lui offrir de meilleure mort. Mais voilà. Et juste avant cette mort, est-ce que Daiki a plus ou moins tenté d'organiser une certaine résistance contre Meteora? A-t-il tenté de se battre, ou s'est-il pratiquement immédiatement rendu compte qu'il ne ferait peut-être pas le poids et qu'il a décidé de ne pas prendre le risque de faire des victimes? Il y a eu une période, oui, entre le moment où il a rencontré Meteora pour la première fois et le moment où Meteora a attaqué Konoha. Sauf que Daiki n'a pas réalisé à temps ce que pouvait faire Meteora, sachant qu'à ce moment-là, il avait le soutien de l'homme masqué. Donc ce qui lui a permis d'avoir les forces quand même assez nécessaires pour attaquer tout un village. Parce qu'il ne pouvait pas faire ça tout seul non plus, malgré le fait que ce soit un Furieux. Meteora était un monstre, c'est vrai. Un monstre, mais il ne pouvait pas être sur tous les fronts en même temps. Donc sur le coup, Daiki n'a pas su réaliser comme il faut
ce qu'il venait de rencontrer. Il a juste vu en lui un adversaire certes redoutable, mais il ne se doutait à aucun moment qu'il pourrait attaquer le village, et c'est certainement ce qui a provoqué sa perte au final. Et voilà, c'est ce qui a signé la fin d'un très bon Hokage, d'un grand Hokage, quelqu'un qu'effectivement on n'en parle peut-être pas assez des anciens Hokage, car il y en a eu beaucoup. Beaucoup de personnes idéalisent plus ou moins On en tant qu'Hokage, quelque chose que je respecte parce que c'est un très grand Hokage. Quand on parle des Hokage, on parle beaucoup de On. Enfin, pour moi, je pense. Quitte à peut-être des fois oublier ce qu'ont pu faire les autres. Daiki ayant été un personnage qui n'a pas duré très longtemps, c'est vrai que ses actes n'ont pas été remarqués, mais je vois d'autres Hokage que On, que j'ai connus personnellement comme Miku ou Sugoto, qui étaient des Hokage qui ont vraiment marqué l'histoire de Konoha et qui étaient assez importants, je trouve. Donc, certes, On est là depuis fort longtemps à Konoha et il mérite son poste d'Hokage. Ah oui, il le mérite franchement, oui, ça, effectivement, ça, nous sommes totalement d'accord. Mais voilà, c'était pas le seul. Je placerai pas Daiki non plus dans un Hokage très très important. Ce serait très égoïste de ma part, mais je pense que oui, parmi les 3 Hokage qui ont beaucoup marqué l'histoire de Konoha, ces 3-là sont pas mal. Miku, Sugoto et On. Merci beaucoup d'avoir participé à cet enregistrement. Merci de l'invitation. De rien, c'était pour moi ça me paraissait plus ou moins naturel. Je profite pour replacer encore une dernière fois, car je l'ai déjà fait dans 2 précédents enregistrements, parler une toute dernière fois de la chaîne de Takusanken. N'oubliez surtout pas d'aller la voir, de lui mettre quelques petits commentaires, si vous ne l'avez pas encore fait. Mettez-lui des pouces rouges aussi, s'il vous plaît. Voilà. Plein de pouces rouges. Non, que des pouces verts quand même. Voilà, c'était J7Sudemon. Merci à tous. N'hésitez surtout pas à poster vos suggestions ainsi que vos réactions à cet épisode. À m'envoyer un petit message si vous souhaitez participer un jour pour parler d'un personnage qui peut vous tenir à cœur. Je vous invite encore une fois à regarder l'épisode 5 vers la fin pour voir exactement comment cela pourrait se passer. Merci à tous et puis à très bientôt pour un prochain essai. Dans la catégorie à propos de, saviez-vous que Hayashi Daiki n'a jamais eu de presse officiellement validée. La presse a été plus ou moins mise en stand-by et il y a eu une réaction à sa présentation à partir du moment où je me suis absenté du forum de la part de Manjara Shinji qui avait fait la remarque que Hayashi Daiki ne pouvait pas être le frère de Madara Uchiha. Voilà une chose qui était bien évidemment un troll, tout ce qu'il y a, c'est que personne ne s'était occupé de la présentation du Hokage. Voilà. Donc il avait voulu faire une petite réaction. Donc voilà, à vous tous, si vous souhaitez devenir Hokage, essayez peut-être de faire comme notre cher Daiki, de faire une présentation, d'essayer de faire en sorte qu'elle soit snobée. Et puis peut-être qu'avec un petit peu de sens, ça va fonctionner. Ça marche très bien. Voilà, merci à tous d'avoir écouté encore une fois. C'était encore une fois J7Sudemon. Et puis à très bientôt et bon RP sur Shinobi no Aten, comme dirait ce cher Thomas. Au revoir.